On va passer à notre première table ronde donc consacrée à la réglementation, à la transformation de l'industrie de la gestion d'actifs. C'est vrai que ces gestionnaires d'actifs, vous le savez, donc ils sont de plus en plus confrontés aux exigences, on l'a dit, des réglementations à la fois nationales et européennes, ce qui se traduit bien sûr en termes de coûts, en termes de compétitivité, et qui oblige finalement, on l'a dit aussi, toute cette industrie à se transformer donc pour faire face à ces défis de l'avenir. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Caron-Habib, Head of Public Affairs chez BNP Paribas Asset Management. Merci de l'applaudir. Également avec nous Alexandre Coche, chef du pôle distribution et relations clients de l'AFG, l'Association française de la gestion d'actifs. Didier Deléage est également parmi nous, directeur adjoint à direction des actifs de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et enfin, Luis Rodriguez, responsable de la fonction dépositaire chez CIC Market Solutions, est avec nous. Merci de vous installer. Alors, on va démarrer, si vous le voulez bien, avec vous, Didier Deléage, peut-être pour nous dresser justement un panorama de cette réglementation actuelle, qui, on le sait, donc, elle est lourde. On l'a dit, l'Union européenne produit énormément de normes. On est dans un univers où, finalement, donc, les produits financiers se complexifient un peu plus chaque jour, et notamment avec cet aspect de finance durable qui impose justement ces nouvelles réglementations. Merci. On a 4 heures, c'est ça ? À peu près, voilà. À peu près. Donc oui, c'est vrai que la réglementation est lourde. Je crois qu'on va l'aborder à plusieurs fois dans cette journée. C'est pas une tendance qui va s'arrêter, puisque je dirais la manière dont les institutions européennes sont construites aujourd'hui, avec l'ESMA qui a pour objectif d'assurer un level playing field, une convergence de supervision, et des besoins d'orientation de l'épargne vers certains secteurs, notamment le verdissement de l'économie, le financement des actifs réels, pousse à la mise en place de nouvelles réglementations. Donc c'est malheureusement pas une tendance qui va complètement s'arrêter, même si le nouveau mot d'ordre à l'ordre du jour est d'essayer de simplifier ce qui peut l'être, ce qui n'est pas strictement nécessaire pour atteindre les objectifs visés et assurer une protection des investisseurs, puisque in fine, c'est quand même des investisseurs qui vont investir dans les produits qui leur sont proposés. Alors peut-être pour dresser un panorama et un peu sélectif, je vous prie de m'en excuser, mais c'est les grandes tendances qu'on a vues ces derniers mois, ces dernières années, et ce qui est devant nous. On va avoir d'un côté une grande thématique sur le financement de l'économie, précisément. Ça a été évoqué lors de l'introduction. On a dans ce chapitre-là, dans cette catégorie-là, la mise en place des LTIF version 2.0, fonds qui ont comme particularité d'être investis en actifs réels au sens large, en actifs non cotés, en infrastructure, en immobilier, et qui bénéficient d'un passeport retail au sein de l'Union européenne. Donc c'est une vraie particularité. FIA qui a un passeport retail, c'est aujourd'hui à peu près les seuls. C'est des produits qui ne sont pas nécessairement faciles à vendre. Vous avez pour la clientèle de détail un délai de rétractation, et derrière il faut bien s'assurer, comme c'est des produits dont le profil de liquidité n'est pas quand même tout à fait équivalent, même s'ils sont ouverts à un OPCVM, s'assurer que ça convient bien aux investisseurs à qui ces produits sont proposés. Mais vous avez un véritable push sur ces produits-là. En France, on en a déjà agréé une quinzaine, et on en a encore quelques-uns dans les tuyaux. Donc on peut dire que c'est, à ce stade, au moins en termes d'offres, un vrai succès. Alors c'est aussi poussé par la loi industrie verte, et son volet assurance vie, avec maintenant l'obligation d'inclusion dans les contrats d'assurance et plans épargne retraite qui sont en gestion pilotée ou en gestion sous mandat d'arbitrage, une part minimum d'actifs réels. Donc évidemment, ça fait plus qu'inciter au développement de ces produits-là, dans lequel on va retrouver les LTIF version 2.0, donc qui ont pour caractéristique d'être ouverts aux souscriptions et aux rachats.
et ce qu'on appelle dans le jargon les FCPR evergreen, c'est-à-dire les FCPR qui ne sont pas, je dirais, des produits tunnels fermés avec une date de souscription et une date de fin, mais qui sont ouverts de manière continue aux souscriptions au rachat, ce qui, pour le gérant, implique de gérer évidemment la liquidité de ces produits-là, ce qui est toujours un challenge, c'est l'une des difficultés de ces produits, de gérer la liquidité de produits qui sont investis en actifs non liquides, mais qui ont une promesse de liquidité qui est faite aux porteurs de leur passif. Donc première grande thématique, le financement de l'économie qu'on retrouve dans ces deux textes qui sont relativement récents, hein, puisque voilà, certaines dispositions de la loi industrie verte sont rentrées en vigueur en octobre 2024, et s'agissant de LTIF, les RTS, règlements délégués, voilà, ont été publiés au troisième trimestre de l'année dernière. Deuxième grande thématique, je ne vais pas forcément la développer dans le détail parce que je sais qu'on va y revenir dans cette table ronde, la partie finance durable. Voilà, effectivement, Laurence va nous en parler. C'est à la fois un tout petit peu derrière nous, mais ça continue j'irais d'évoluer. Là, la dernière actualité, en tout cas, j'irais du point de vue de l'AMF, ça a été les guidelines de l'ESMA sur le non des fonds, sur lequel le collège de l'AMF a décidé de se conformer aux guidelines qui définissent un certain jeu de standard minimum pour qu'un fonds d'investissement puisse avoir un terme relatif à l'ESG dans son nom. Voilà, ces guidelines sont applicables depuis le mois de novembre. Le collège a souhaité toutefois conserver les dispositions de la doctrine historique 2020-03 qui avait été mise en place en 2020 à des fins de prévention du greenwashing en ce qui concerne les documents commerciaux qui ne sont pas du tout visés par les orientations de l'ESMA pour s'assurer qu'au-delà du nom et des critères de nom sur lesquels il y a, je dirais, quand même quelques facilités qui sont accordées notamment aux fonds qui sont investis dans le secteur qui se présentent comme favorisant la transition, pour s'assurer que les fonds qui font de l'ESG un élément central de leur discours commercial ont bien une approche qui est significative et engageante, ce que les guidelines de l'ESMA ne garantissent pas totalement. Donc on a gardé cette articulation-là, qui peut paraître un peu compliquée, mais pour les professionnels qui sont habitués, je dirais, aux critères de MV03 qui normalement doivent fonctionner relativement bien. Et enfin, la dernière thématique, et je m'arrêterai là pour ce propos introductif, c'est la distribution. Alors là, c'est un peu plus prospectif. Je pense que vous avez tous suivi les débats sur l'ARIS avec tous les dispositifs permettant d'améliorer la protection des investisseurs de détail qui sont proposés des produits d'investissement, notamment les questions de double benchmark. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les thèmes parce que l'ARIS, il y a encore beaucoup de pièces en mouvement. Hein. Les trilogues n'ont pas démarré. On n'a d'ailleurs pas véritablement de date à laquelle il devrait démarrer. Ça devrait être incessamment avec l'installation de la nouvelle Commission européenne. Mais c'est vrai que c'est un élément qui est aussi susceptible de transformer de manière un peu fondamentale les pratiques de distribution. Avec un objectif sous-jacent qui est de ces benchmarks qui sont beaucoup critiqués, un objectif sous-jacent qui est intéressant, qui est de s'assurer dans un monde où l'information des investisseurs n'est pas complètement parfaite sur le panel de ce qui peut leur être proposé, notamment en termes de coûts, de s'assurer qu'on ne va pas leur proposer des produits avec un coût trop important par rapport au service rendu, ou en tout cas disproportionné par rapport à ce qu'ils pourraient obtenir d'un produit équivalent proposé par un autre fournisseur, sachant que les coûts des produits d'investissement, évidemment, dans la durée, quand vous avez des frais qui sont importants, c'est des choses qui vont se cumuler. Et puis parfois, il n'y a pas toujours de la transparence quand même, il faut bien le dire. Hein. C'est un peu le sujet. Quand vous allez voir votre conseiller qui vous conseille un produit, qui va être chargé, je sais pas, avec un TER de 2, est-ce que par hasard, vous n'auriez pas eu un produit équivalent? Alors évidemment, chaque gérant a son propre processus et va vous expliquer qu'il a une capacité à faire mieux que la concurrence. Mais dans la durée, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement complètement démontrables. C'est de s'assurer qu'il n'y a pas une incitation qui est faite à proposer les produits les plus chargés pour évidemment avoir des commissions de distribution qui sont plus importantes. Je m'arrêterai là, mais donc l'idée est intéressante. Après, le diable étant dans les détails, les modalités c'est les modalités de ces benchmarks qui sont importantes. Sont compliquées, peuvent avoir des effets de bord qui sont importants. Par des effets d'éviction de certaines sous-catégories de produits s'ils ne sont pas comparés au bon univers. Donc tout ça, c'est des sujets techniques qui sont devant nous, puisqu'on n'est pas encore là, et qui vont poser effectivement beaucoup de problèmes d'implémentation. Alors justement, Laurence Caron-Habib, pour continuer par rapport à ce que vient de nous dire Didier Deléage, par rapport à ces produits finances durables, on le sait, donc il y a beaucoup d'inflation réglementaire dans ce secteur-là, et notamment par exemple au sujet des préférences durables. Expliquez-nous.
Alors, est-ce que ça marche? Oui, ça marche, merci. Bonjour à tous. Alors oui, sur le sujet de la finance durable, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, comme vous le savez tous, effectivement, il y a beaucoup de textes qui ont été adoptés au cours des dernières années. Donc, comme l'a dit Delphine précédemment, pas forcément dans l'ordre que l'on aurait pu espérer, mais ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de sujets, et Didier l'a indiqué. Le dernier sujet en date, c'est le sujet du nom des fonds, avec des orientations de l'ESMA et la question de comment c'est appliqué par les régulateurs nationaux. Donc, effectivement, le cadre est très vaste. Sur le sujet des préférences durables, pour faire le lien avec les sujets de la distribution, parce que c'est ça qui est intéressant, on a donc effectivement une modification de la MIF qui est intervenue en 2022, avec des choses similaires pour les produits d'assurance, et donc un dispositif dont l'objectif est de poser un certain nombre de questions au client pour lui permettre d'investir dans des produits en phase avec ses attentes sur le sujet de la durabilité. Alors, en soi, c'est effectivement très louable, parce qu'il faut se souvenir de quel est l'objectif initial de ce cadre finance durable. L'objectif initial, c'est de réorienter l'épargne vers une économie plus durable. Donc, effectivement, il faut que le bout de la chaîne et le client soient effectivement impliqués dans toutes ces questions. Le problème, c'est que quand on regarde les questions qui sont à soumettre au client, en fait, on est un peu perplexe sur la capacité de ce dispositif à permettre cette réorientation vers une économie plus durable. Les questions qui sont posées utilisent des concepts qui sont très compliqués, la taxonomie, l'investissement durable, les incidences principales négatives. Donc, ce sont quand même des concepts qui ne sont pas simples, et je ne suis pas sûre qu'il y ait en fait beaucoup de personnes qui les maîtrisent, y compris parmi les acteurs financiers. Je pense que c'est un vrai sujet. Et donc, on aboutit à une situation où la façon dont le cadre a été défini aujourd'hui ne permet pas d'atteindre finalement l'objectif qu'on s'est fixé initialement. Et donc, vous avez évoqué le sujet d'inflation réglementaire, etc. Ce n'est pas tellement un sujet d'inflation réglementaire. C'est plutôt une question de s'assurer qu'au travers de la norme, on réussit à atteindre l'objectif qui a été fixé initialement. Et si ce n'est pas le cas, ça devient problématique. Et si en plus il n'y a pas d'articulation entre les différents textes qui couvrent les différents éléments de la chaîne, c'est difficile. Voilà. Alors, juste très rapidement, peut-être pour parler un peu de la suite sur la finance durable, effectivement, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il va encore se passer beaucoup de choses, comme l'a indiqué Didier. On a dans les tuyaux, alors déjà depuis un certain temps, une revue du texte SFDR qui définit les obligations de transparence de ce qu'on appelle les participants de marché, dont notamment les gestionnaires d'actifs, mais pas que, avec une proposition, donc les choses ne sont pas du tout encore validées à la date d'aujourd'hui, qui serait d'envisager l'introduction de nouvelles catégories qui viendraient remplacer ce qu'on a aujourd'hui dans le texte et qui s'appelle article 6, article 8, article 9. Donc ça, c'est dans les tuyaux. On a aussi une annonce qui a été faite par la Commission d'une initiative Omnibus qui devrait simplifier, consolider CSRD, CS3D et la taxonomie. Donc ça veut dire que ça fait beaucoup de choses. Et très clairement, dans ces travaux de révision, il est essentiel de se reposer la question de quel est véritablement l'objectif que l'on veut atteindre. Et si on introduit des nouvelles catégories dans SFDR, comment on les utilise et dans quelle mesure cela va faciliter ce sujet de préférence durable et d'interrogation des clients finaux pour leur permettre d'aller investir dans des produits durables en lien avec les attentes. Donc ce n'est pas de l'inflation pour moi, c'est un sujet de est-ce qu'on atteint l'objectif fixé initialement et est-ce qu'on a une bonne articulation de tous ces concepts tout le long de la chaîne.
Alors justement, dans cette veine-là, hein, Alexandre Koch, on le voit, la réglementation, elle n'est pas toujours bien adaptée aux enjeux en matière de financement. Hein, on l'a dit, les rapports l'État, Draghi, on dit qu'il fallait amener l'épargne justement davantage vers les financements long terme. Et quand on a certaines réglementations comme la RIS par exemple, on voit que ça ne correspond pas forcément avec cet objectif-là. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, comme ça a été souligné déjà par Delphine et par Didier, il y a un vrai sujet de financement de l'économie. Et finalement, en écho de ce que disait Laurence, mon propos, plutôt que sur l'inflation réglementaire, portera sur la cohérence entre, d'une part, ces réglementations à mettre en place et les objectifs qu'on se fixe collectivement. Et si on regarde le tableau européen actuellement, alors sans vouloir évidemment noircir les choses, mais on sait qu'il y a des besoins massifs de financement de la transition écologique, de la transition numérique, qui ne pourront pas être comblés uniquement par le secteur public. Et pour rappel, la Commission européenne avait estimé qu'il y a un besoin d'environ 750 milliards d'euros d'investissement par an au niveau européen dans les transitions écologiques et numériques. Il y a aussi, comme élément de contexte, un décrochage de l'économie européenne par rapport à l'économie américaine. Il n'y a pas si longtemps, le PIB par habitant dans les deux zones était similaire et on a assisté depuis quelque temps à un décrochage important. Il faut dire que l'économie américaine va très bien. Hein, donc Elle va très bien. Et justement, si on veut éviter d'accentuer ce décrochage entre des US qui vont très bien et une économie européenne plus atone, il est fondamental de bâtir alors ce qu'on appelait Union des marchés de capitaux, qu'on appelle désormais Union pour l'épargne et l'investissement, avec notamment pour objectif de drainer plus l'épargne des Européens sur les marchés financiers. On sait que cette épargne, elle est abondante au niveau européen, mais insuffisamment investie sur les marchés financiers. Et donc, on a une épargne moyen-long terme qui est insuffisante au niveau européen. Pour donner juste 2 chiffres pour placer un petit peu les choses, au niveau européen, cette épargne moyen-long terme, elle est d'environ 90% du PIB en 2023. Donc 90%. Aux US, elle est de 310%. Donc on voit bien que l'épargne n'est pas drainée de la même façon. Alors, tous ces diagnostics-là, ils n'ont rien de nouveau. Ils ont été très clairement faits dans différents rapports, que ce soit les rapports l'État, Noyer, Draghi. Donc ça a été fait très clairement. Et l'autre point que j'ai omis de mentionner, c'est que non seulement cette épargne européenne, elle est insuffisamment investie sur les marchés financiers sur le moyen long terme, et en plus, et on y reviendra, elle est de plus en plus investie à l'étranger, notamment aux US, ce qui vient encore alimenter le différentiel de compétitivité dont on parlait tout à l'heure. Donc tout ça, évidemment, ça prive de financement au niveau européen, notamment les entreprises qui investissent dans l'IA, dans la transition, dans les biotech, etc. Et donc on voit bien les enjeux évidents en matière de compétitivité et de souveraineté. Alors je reviens rapidement sur quelques propositions des différents rapports qu'on a cités. Face à ces différents enjeux, il y a eu les rapports, notamment l'État et Noyer, qui ont proposé entre autres 2 approches intéressantes. Une première approche qui consiste à développer l'épargne retraite dans tous les pays de l'UE. Ça, c'est évidemment quelque chose que l'AFG soutient. L'épargne retraite, elle est par nature très long terme et donc adaptée à un investissement en actions. Deuxième initiative proposée, la création d'un label applicable à des produits d'épargne investis majoritairement dans l'UE. Et là aussi, j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est évidemment quelque chose que l'AFG soutient. À côté de ça, on a la RIS. Alors, comme le disait Didier tout à l'heure, la RIS, on n'a pas encore une visibilité complète sur le texte final. Oui, c'est assez récent quand même. Alors, c'est assez récent dans la mesure où c'est une initiative de la Commission européenne publiée en mai 2023, qu'il y a eu depuis les négociations, alors d'une part côté Parlement, d'autre part côté Conseil. Donc, on connaît les positions du Parlement et du Conseil, mais les trilogues n'ont pas encore débuté. Donc, il peut encore se passer des choses. Malgré tout, sur ce qu'on voit à date, parce qu'on a quand même différents textes sur la table. Alors, il y a évidemment des choses positives sur l'éducation financière, sur les influenceurs, sur le concept de value for money, qui, du point de vue du concept, est quand même pertinent. Mais il y a aussi à côté de ça des choses qui sont inquiétantes. Alors, notamment sur la VFM. Encore une fois, on ne connaît pas le texte final, mais on voit bien à travers les différentes initiatives le risque d'avoir une VFM ultra rigide, centralisée au niveau des régulateurs, très centrée sur les coûts, avec, in fine, le risque d'arriver sur une standardisation des produits vers les produits les plus simples, les plus basiques, les moins chers. Et ça, on voit bien que ça sera évidemment préjudiciable au financement de l'économie. Mais à côté de ça, l'autre point, au-delà de cette VFM qu'on voit trop restrictive dans les différents textes, il y a aussi le sujet de l'accumulation des normes au sein de la RIS, l'accumulation des tests divers et variés, pour en citer quelques-uns, l'inducement test, le best interest test, on a parlé de la VFM,
Également, une complexification du kit PRIIPs avec l'ajout de différentes rubriques supplémentaires, alors dont une rubrique sur l'ESG. Laurence en parlait tout à l'heure, les textes ne sont pas stabilisés sur l'ESG, vont encore évoluer, donc c'est peut-être un peu prématuré de rajouter ça. Tout ça, ça vient complexifier le parcours client, complexifier la documentation Pôle Retail, donc ça ne va pas forcément les inciter à investir plus sur les marchés financiers. Et en plus de ça, ça rajoute un fardeau réglementaire pour les acteurs de marché. Donc d'un côté, on leur dit qu'il faut baisser les coûts, et de l'autre, on rajoute des obligations réglementaires qui rajoutent des coûts, et tout ça, malheureusement, avec différents tests dans la risque qui ne vont pas forcément dans le sens d'une meilleure protection du client, on ne voit pas vraiment la valeur ajoutée. Et le dernier point qui me paraît important de souligner là-dessus, c'est que ces différents tests, différents fardeaux réglementaires, ils vont nuire à la compétitivité des sociétés de gestion européennes. Or, une forte compétitivité de ces sociétés de gestion européennes, c'est important évidemment pour les sociétés de gestion elles-mêmes, mais aussi et surtout pour le financement de l'économie, parce qu'on sait qu'il y a, mais ça c'est vrai dans la plupart des économies développées, ce qu'on appelle un biais d'allocation, qui fait que les gérants vont majoritairement investir dans leur zone géographique. L'AFG avait publié avec Deloitte l'an dernier une étude sur l'allocation des portefeuilles, et ce qu'on constate, c'est qu'au niveau français, les gérants investissent très majoritairement dans l'Union européenne. En gros, les 3/4 des portefeuilles UCITS sont investis en Europe, enfin en France, 37%, et UE hors France à 37% également. Donc ça, c'est positif. Mais si on regarde, et je m'en arrêterai là, au niveau européen, sur les fonds domiciliés, les fonds UCITS domiciliés en Europe, la part de ces portefeuilles investis en Europe a fortement baissé depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Et à côté de ça, la part investie aux US a fortement monté. Parce qu'il y a une perte de compétitivité des acteurs qui amène à avoir des fonds qui sont plus massivement investis vers des fonds gérés par des gérants hors UE. Et ça, c'est un sujet qu'il est important de garder en tête par rapport à mon propos introductif sur la compétitivité de l'économie européenne. Alors justement, Luis Rodriguez, sur cette partie réglementaire, pour vous, ce qui est important, et on l'a déjà un peu dit, mais pour vous c'est particulièrement important, je crois, c'est la protection de l'investisseur, justement, en pilotant les contraintes de gestion. Il faut vraiment arriver on va dire, à concilier ces deux objectifs. Oui, disons que notre regard sur la réglementation est un petit peu différent. Alors nous, peut-être en guise de présentation, CIC Market Solutions, donc on accompagne nos clients sur 5 solutions différentes et on est bien dans la distribution. Donc les solutions primaires pour le marché primaire, les solutions secondaires, la partie également des produits structurés, la recherche globale et puis enfin une dernière solution qui est la solution dépositaire. On retrouve 2 périmètres qui vont beaucoup parler aux sociétés de gestion, qui est la tenue de compte et conservation et enfin la fonction dépositaire, avec la muraille de Chine qui va bien entre les deux. Donc moi je suis responsable de la fonction dépositaire et la réglementation, en fait notre regard, il est vraiment porté sur, effectivement comme vous le disiez, la protection des investisseurs. Alors, différents mécanismes pour y arriver. Donc, on a le contrôle des contraintes de gestion, alors statutaires, réglementaires. On va également s'atteler à regarder la rédaction du prospectus, qui doit être un document qui, effectivement, donne une bonne vision à l'investisseur vis-à-vis de ses attentes. Et on va également opérer certains contrôles au niveau de la société de gestion pour voir si, au niveau des moyens techniques et moyens humains, tout ça est bien coordonné. Donc finalement, ce que l'on dit aussi, c'est que certes, cette réglementation est subie par les sociétés de gestion. On l'a subie également, alors en termes de coûts notamment, puisque la réglementation n'est pas toujours simple à piloter. Donc il va y avoir des coûts relatifs à des outils qu'il va falloir implémenter. Il y a des flux d'informations également qu'il va falloir rajouter. Donc en termes de coûts, c'est un enjeu. Mais quand même, vu de la fenêtre d'un dépositaire, c'est vraiment cette protection de l'investisseur que l'on va essayer de maintenir.
Alors si on parle maintenant de transformation, parce que notre table ronde elle s'intitule Réglementation et transformation de l'industrie de la gestion d'actifs, Didier Deléage, il y a des phénomènes finalement aujourd'hui d'arbitrage de marché entre OPCVM, produits structurés. Le dispositif il est moins protecteur justement pour les produits structurés que sur les OPCVM. D'ailleurs, ces produits structurés dont on parle beaucoup en ce moment, ils sont parfois interdits dans certains pays. Donc est-ce qu'ils sont finalement intéressants ou est-ce qu'il faut vraiment les regarder avec prudence? Quel est votre regard? C'est une excellente question. Le terme de prudence me paraît approprié en fait, parce que tout en étant des produits autorisés en France, certains pays ont fait d'autres choix, notamment la Belgique, qui fonctionne sur la base d'une charte auquel les acteurs ont adhéré volontairement, qui remonte à plusieurs années. C'est pas quelque chose de récent dans lequel ils s'interdisent en fait de distribuer des produits structurés à des investisseurs de détail. On a des produits qui se placent pour l'essentiel sous l'égide de la directive prospectus et qui n'ont pas le même degré de protection pour les investisseurs que des produits qui prennent la forme de placement collectif. C'est-à-dire, vous n'avez pas de dépositaire, vous n'avez pas de règles de division des risques, vous avez les règles d'actifs éligibles ne sont pas les mêmes, donc on est sur quelque chose qui est beaucoup plus contractuel et du coup qui va être moins protecteur pour l'investisseur sur des typologies de risques qu'il ne va pas nécessairement être en mesure de comprendre. C'est-à-dire quand vous avez, par exemple, un produit structuré qui est émis par un SPV, sur lequel vous avez un risque potentiel de défaut, au-delà de la formule qui vous est promise, vous n'avez pas le même degré de protection que quand vous avez un OPCVM à formule avec une collatéralisation de l'option ou du produit dérivé qui assure le respect de la formule. Donc, sont des choses qui ne sont pas nécessairement bien comprises par l'investisseur, ni même d'ailleurs expliquées de manière extrêmement claire au moment des actes de commercialisation. Bon, ceci étant dit, il y a un certain nombre, je dirais, de garde-fous quand même, puisqu'on s'est assuré, notamment par le biais de la position recommandation de l'AMF 2010-05, que les acteurs ne proposent pas des produits exagérément complexes qui en deviennent inintelligibles aux investisseurs de détail. Donc dans ce texte, vous avez, qui est aussi relativement ancien, vous avez un certain nombre de critères de complexité qui, s'ils sont cumulés, amènent à une présomption de mauvaise commercialisation, puisqu'au-delà de l'enchaînement de plusieurs degrés de complexité, vous pouvez considérer que l'investisseur de détail ne va pas être en mesure de comprendre, ça devient trop compliqué, pas être en mesure de comprendre quel est le profil de risque du produit qui va lui être vendu. Dans la même veine, on a vu se développer ces dernières années, et c'est des produits qui nous viennent essentiellement de Suisse et d'Allemagne dans un premier temps, ce qu'on appelle les AMC, les Actively Managed Certificates, qui sont aussi des produits structurés, mais avec une caractéristique qui est qu'au lieu de reposer sur une formule préétablie, je dirais comme un fonds en formule, s'appuie sur un portefeuille géré activement comme un OPC. Et donc ces produits-là, qui sont encore une fois des produits qu'on n'aime pas beaucoup parce que qui posent des problèmes de level playing field avec la gestion collective, un degré de protection des investisseurs qui est moindre, un cadre réglementaire qui est, encore une fois, pas de dépositaire, pas de commissaire aux comptes, pas de société de gestion nécessairement agréée. On a émis cette année une recommandation, la 2024-06, pour précisément encadrer la manière dont ces produits sont structurés et gérés. Encore une fois, ce n'est pas une interdiction, c'est un encadrement. Est-ce qu'il sera suffisant? Est-ce qu'il ne faudra pas aller plus loin dans un deuxième temps? C'est une question. Mais encore une fois, c'est des produits sur lesquels on est vigilant. On a d'ailleurs en ce moment plusieurs commissions consultatives de l'AMF qui travaillent sur une définition de bonnes pratiques précisément sur les produits structurés à destination des professionnels. C'est un travail, je n'ai pas de raison de publication, mais c'est un travail qui a lieu en ce moment au niveau des commissions consultatives. Oui, preuve que c'est vraiment un sujet d'actualité, on va dire. Justement, Luis Rodriguez, on aimerait avoir votre regard sur ces produits, parce que c'est vrai qu'ils l'emportent souvent, et c'est vrai que c'est peut-être plus facile, parce que quand on a du private equity, on peut le vendre, on a des performances sur une durée plus longue, donc c'est peut-être plus facile. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la collecte, justement, sur les fonds conventionnels? Elle est plus difficile quand même.
Alors déjà, mes collègues des programmes structurés ne vont pas me contredire. On a eu une explosion sur ces produits-là. Clairement, c'est exponentiel. Alors bon, il y a un contexte de marché et Didier l'a dit. Il faut bien intégrer que sur ces produits-là, on n'a pas une fonction dépositaire en tant que telle. Donc les contrôles que j'expliquais tout à l'heure ne sont pas déployés de la même façon. On a plusieurs produits. Alors, il y a un ratio à faire entre finalement rendement-risque. Il y a des produits garantis et d'autres qui ne le sont pas. Là-dessus, ce que je peux dire, c'est que clairement, l'émetteur du produit, la qualité de l'émetteur, en tout cas, va être déterminant en matière de risque. Maintenant, si je me focalise sur la partie private equity que vous expliquez, on est effectivement sur des investissements beaucoup plus à long terme, avec un rythme de valeur liquidative qui sont plus éloignés par rapport à une gestion classique. Une gestion de la liquidité qui est un peu différente. Alors on parlait d'Evergreen tout à l'heure, où effectivement Evergreen est peut-être le cas un peu particulier là-dessus, mais on est sur une stratégie beaucoup plus à long terme, ce qui permet du coup de piloter un peu mieux la partie performance. Garder quand même en ligne de mire la partie liquidité, c'est-à-dire que le private equity, c'est un investissement à long terme, je le disais tout à l'heure. Sur la gestion classique en tant que telle, la gestion de liquidité est beaucoup plus rapide. Donc, en termes de risque, on n'est pas non plus sur les mêmes appréciations. Peut-être vis-à-vis de la distribution, et là je vais plutôt parler sur la partie de gestion classique, on voit une accélération quand même sur la distribution des parts en DIP, donc via la blockchain. Donc ça, c'est aussi, je pense, un contexte actuel vis-à-vis de la distribution que l'on peut voir sur le marché. Alors, Laurence Caron-Habib, si on continue à parler effectivement de transformation, en ce qui concerne les nouveaux produits, il y a également donc un renforcement du côté des ETF, on entend beaucoup parler aussi en ce moment. Du coup, on voit par exemple pour la place de Paris, qui est une grosse place, la plus grosse place d'Europe continentale, on voit que la profitabilité, finalement, les marges de manœuvre des sociétés de gestion, elles diminuent aujourd'hui. Comment ça s'explique et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, plusieurs choses. Peut-être je vais me permettre de revenir rapidement là, sur la discussion produits structurés, les actively managed accounts. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, on continue à rajouter des couches de réglementation sur des acteurs déjà réglementés. On continue sur les fonds, on va prendre le cas des fonds UCITS, mais aussi les fonds alternatifs avec la directive AIFM. Donc on continue à rajouter des couches sur des gens qui sont déjà extrêmement encadrés, dont la vocation est de proposer des produits avec une forte protection des investisseurs. Donc effectivement, ce sujet de protection des investisseurs est essentiel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le marché, il s'adapte de lui-même. Et on a effectivement... C'est ça qu'on oublie souvent quand on définit certaines règles, c'est qu'on regarde en fait le sujet de façon isolée et on ne regarde pas les effets de bord de ces réglementations. Et là, le phénomène d'arbitrage réglementaire qui a été expliqué est une illustration parfaite de ce phénomène. Et on va voir ce que va donner la RIS, ça a été évoqué préalablement, mais une des conséquences de la RIS, potentiellement, c'est un phénomène de ce type d'arbitrage réglementaire. Donc on ira moins sur ces produits très réglementés et les acteurs, les investisseurs, les acteurs de marché vont trouver des solutions finalement, pas pour forcément contourner, mais en tout cas éviter des règles qui font que ça devient intenable au bout d'un certain moment. Voilà, je voulais juste mentionner ce point. Après, sur les produits structurés, il y a aussi un contexte de marché. Les taux, etc., expliquent aussi beaucoup de choses. Faut aussi avoir ça en tête. Les produits structurés sont très liés aux conditions de marché. Et sur les ETF ? Alors sur les ETF, oui, sur les ETF, c'est un fait. On regarde les chiffres et on constate qu'effectivement la collecte sur les ETF augmente significativement. Il y a des chiffres qui sont sortis il n'y a pas très longtemps sur les premières collectes de 2025. Donc c'est un fait. Voilà. Alors sur les ETF, on voit aussi émerger il y a aussi de la transformation dans le domaine des ETF. Vous avez évoqué les ETF actifs, donc c'est aussi une nouvelle tendance.
Typiquement, on a été parmi les premiers chez BNP Paribas Asset Management à offrir ce type de produit, et très probablement que ça va continuer. On a, nous aussi, un focus très fort sur les ETF durables. Donc maintenant, toute notre gamme d'ETF est durable, donc y compris sur le secteur des ETF, on observe des évolutions. Un point important sur les ETF et en lien avec les discussions sur la RIS, il est souvent dit qu'il faut proposer aux clients des produits pas chers. Donc on concentre beaucoup le débat autour des coûts et des produits simples. C'est ça, lisible, quoi. Et finalement, je pense qu'Alexandre en reparlera ultérieurement. Et certains considèrent que pas cher plus simple égale ETF. Et dans les discussions autour de la RIS, il y a un sujet qui a été qualifié comme étant la clause ETF, qui ferait qu'au bout du compte, tout serait fait pour que finalement le client naturellement aille investir dans les ETF. Alors, on n'a rien contre les ETF, hein, mais si on a des investissements massifs et une montée en puissance très forte des ETF, on peut peut-être aussi se poser des questions au bout du compte de diversification de l'offre auprès des investisseurs, ça c'est un sujet, et puis accessoirement de stabilité financière, hein, parce que c'est pas le sujet de ce matin, mais c'est quand même aussi un sujet central. Donc oui, les ETF font partie du phénomène de transformation, mais là aussi, il faut regarder les choses globalement et se poser les bonnes questions. Alors justement, Didier Delage, on aimerait avoir votre regard par rapport à cette montée en puissance des ETF. C'est une enveloppe qui se distribue quand même un peu différemment. Donc quel est votre regard à l'AMF ? Merci. Je vais peut-être me permettre de revenir 30 secondes sur la question d'arbitrage réglementaire. Je suis complètement d'accord avec vous. À partir du moment où vous avez une réglementation, quelles qu'en soient les motivations qui trouvent à s'appliquer sur un périmètre, où il y a, si vous me permettez l'expression, un trou dans la raquette, on a constaté que malheureusement, les acteurs s'engouffraient dans la faille pour proposer des produits qui n'étaient pas, on va dire, conformes à l'intention de départ. Une autre illustration de ce phénomène, au-delà des produits structurés, se trouve dans les autres FIA immobiliers qui sont vendus dans le cadre de l'assurance vie. Le législateur avait souhaité, dans le cadre de la gamme de FIA nationale, avoir des produits qui étaient destinés à l'investissement en immobilier avec un certain nombre de mécanismes, dont certains très anciens, comme ceux sur les SCPI, mais plus récents, enfin relativement plus récents, ceux des OPCI, qui prévoyaient des poches de liquidité, des mécanismes qui permettaient d'assurer ou d'opérationnaliser la promesse de liquidité qui était faite à l'investisseur sur les OPCI. Ces dispositifs ne s'appliquent pas à des formes extrêmement peu régulées de fonds qui sont les autres FIA, qui n'ont aucun ratio de division des risques, aucun mécanisme de liquidité. Les acteurs trouvant que les OPCI dénaturaient ou diluaient en fait le rendement des actifs immobiliers se sont emparés des autres FIA, et aujourd'hui dans l'assurance vie ça représente environ une vingtaine de milliards, donc c'est pas complètement anecdotique, pour proposer des produits purs sans tous ces garde-fous qu'on va trouver dans des produits, dans des FIA par nature, donc sur les OPCI. Et dans la crise immobilière qu'on connaît maintenant depuis un peu plus de 18 mois, c'est les premiers produits qui ont entre guillemets explosé, qui ont été obligés de suspendre, qui ont causé des problèmes de liquidité, alors que les OPCI qui continuent à être proposés, eux, ont à peu près, ont traversé de manière un peu plus sereine cet épisode-là. Il y en a quelques-uns qui ont dû guetter, mais il n'y en a aucun qui a connu les mêmes types de difficultés que ceux qui ont été rencontrés par les autres FIA. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est un des sujets, un des soucis qu'on a nous à AMF avec l'industrie, avec les parties prenantes, lorsqu'il y a des questions de nouvelles réglementations, c'est d'assurer l'étanchéité, c'est-à-dire de s'assurer qu'il n'y a pas un moment qu'on n'est pas en train de créer, quand il y a une nouvelle réglementation ou une modification de réglementation, un loophole ou un trou dans la raquette qui permettrait derrière d'aller créer des produits ou d'avoir des comportements qui ne sont pas du tout alignés avec l'intention de départ et qui malheureusement trouveront à se développer, puisque c'est les gens, et vous faites avec la réglementation on ne peut pas vous reprocher d'appliquer la réglementation, vont s'emparer des formes les moins régulées. Je reviens sur les ETF, sur les ETF, votre question de fin. Merci. Alors,
Côté AMF, on est agnostique en fait entre les différentes formes de gestion, gestion active, gestion passive. On n'a pas de préférence. Il n'y a pas une petite préférence quand même. On n'a pas de préférence à afficher. On a modifié la réglementation française l'année dernière en 2024 pour permettre précisément la domiciliation en France des ETF de gestion active, en vue de l'intérêt que pouvaient porter ces dispositifs. Après, on n'est pas non plus favorable à ce que soit inscrit en dur dans la réglementation européenne une préférence pour les ETF. Ça nous semble ne pas, ne pas atteindre certains des autres objectifs qui sont fixés là encore au niveau européen. On parlait du financement de l'économie réelle tout à l'heure. C'est vrai que les privilégier des ETF qui, pour l'essentiel, vont être investis dans des large caps, pas toujours européennes, et même s'il reste encore quelques acteurs français et européens sur le segment, on a quand même beaucoup d'anglo-saxons. Donc le fait d'aller orienter l'épargne européenne vers des fonds large cap gérés par des gestionnaires anglo-saxons et investis, je dirais, en dehors de du biais domestique qui était mentionné tout à l'heure, ne paraît pas complètement souhaitable non plus. Donc dans le débat sur le produit simple, dont on comprend d'où il vient, pour essayer de simplifier et faciliter l'acte de vente sur des produits qui sont, on va dire, qui sont linéaires, qui n'ont pas de degré de complexité extrême, la position qu'on défend, c'est d'éviter précisément que soit inscrite en dur dans la réglementation une préférence pour les ETF, en introduisant aussi possiblement un volet financement de l'économie européenne plutôt que de donner cette préférence aux ETF. Alors justement, donc Alexandre Coche, pour rebondir par rapport à ce que vient de nous dire Didier et ce que nous a dit aussi Laurence tout à l'heure, il faut aussi parler quand même des propositions de l'ESMA qui veut justement mettre en place des produits donc simples, des produits basiques, et ça c'est quelque chose d'important. Ouais, je reviendrai juste un très court instant sur l'ARIS, parce que c'est vrai que dans ma précédente intervention, j'avais beaucoup insisté sur le volet complexité et besoin de simplification avec la suppression des différents tests très redondants. Mais il y a aussi, et ça a été évoqué par Laurence, dans ce projet RIS, un fort focus sur les coûts avec différentes propositions de mesures visant à dire à l'investisseur de détail, enfin le flécher vers les produits simples. Alors, ce n'est pas dit ETF dans le texte, mais c'est effectivement ce qu'on peut comprendre. Dans la même veine que ces dispositions de l'ARIS, il y a la proposition ESMA que vous mentionnez, une proposition qui avait été présentée en 2024 dans un papier de position et qui depuis a pas mal infusé au niveau européen, qui consiste à proposer un label européen pour les produits simples et basiques à destination des investisseurs de détail. Et dans l'idée affichée par l'ESMA, il y a parmi les critères pour être éligible au label des critères liés à la complexité, ou plus précisément à la faible complexité, mais aussi, je cite, à la cost efficiency, qui est un concept pas très bien défini, qu'on trouve déjà dans la RIS et qu'on comprend comme, en gros, le produit le moins cher. Et dernière chose, sur le produit en tant que tel qu'imaginé par l'ESMA, on comprenait qu'il pourrait s'agir d'une sous-catégorie de UCITS. L'ESMA, pour vraiment mettre en avant ce produit, proposait d'assortir à ces produits-là un service, un parcours de conseil en investissement simplifié. Alors sans qu'on connaisse forcément le détail de ces propositions de simplification, mais on voit bien qu'il y avait une idée quand même de les mettre un peu en tête de gondole. Il y a aussi eu l'idée, à un moment dans le débat, idée un petit peu étonnante, d'associer, le cas échéant, un avantage fiscal à la souscription de ces produits, ce qui paraît totalement contre-intuitif, parce que généralement l'avantage fiscal est plutôt la contrepartie d'une prise de risque, d'une capacité à bloquer des sommes sur le long terme, ce qui est souvent le corollaire de cette prise de risque, et donc un avantage fiscal pour la souscription de produits pas chers et basiques, on ne voit pas bien l'intérêt. Donc voilà un petit peu pour le panorama de cette proposition, qui posait, outre ce que je viens d'évoquer, différents problèmes. Premier problème identifié par l'AFG, le fait que ces produits-là puissent constituer une sous-catégorie des UCITS. Or, UCITS, c'est une marque qui est mondialement reconnue, bien installée, et créer une sous-catégorie de ces UCITS, ça va plutôt nuire à la visibilité, à la compréhensibilité de ce label. Et donc ça, c'est absolument dangereux et à éviter. La deuxième chose, c'est aussi la définition de ce qu'est un produit simple. Il y a déjà des critères relatifs à la complexité dans MIF. Attention à ne pas rajouter d'autres définitions de complexité et surtout aussi à garder en tête que
un produit simple, ça doit être un produit simple du point de vue de la compréhensibilité par l'investisseur. Il faut que ça reste compréhensible et intelligible, mais pas forcément simplicité des techniques de gestion. On peut avoir des techniques de gestion complexes qui apportent un bénéfice au client sans pour autant rendre la compréhension du produit plus complexe. Et enfin, le dernier problème que j'ai déjà évoqué, c'est celui, encore une fois, du biais vers les produits pas chers. Donc pour refaire le lien avec mon propos de départ, il faut faire le lien avec le financement de l'économie. Des produits simples et compréhensibles, bien sûr. Qu'il y ait des produits pas chers, moins chers sur le marché, très bien. Pardon. Mais du point de vue de l'intérêt de l'investisseur, avant de venir sur le financement de l'économie, comme ça a déjà été évoqué, il faut qu'il puisse y avoir de la diversification, pas forcément que de la gestion passive, mais aussi de la gestion active, de la gestion action de tout type, du small cap, du large cap, pourquoi pas du non-coté, de l'LTIF. Il y a beaucoup de sujets sur la démocratisation du non-coté. Donc, du point de vue de l'intérêt de l'investisseur, l'orienter uniquement sur des produits pas chers, ça ne va pas dans son intérêt. Et le financement de l'économie, ça a déjà été évoqué largement, je ne reviens pas dessus. Si on ne va que sur des produits pas chers et que sur des ETF, par exemple, ce n'est pas bon pour le financement de l'économie européenne. Pour finir, l'AFG, on n'est évidemment pas contre l'idée de mettre en avant des produits simples. Maintenant, un produit simple qu'on imagine, qu'on estime pertinent, c'est plutôt, et là je fais le lien avec les propositions des différents rapports que j'évoquais en introduction, plutôt un label européen. Alors, juste un petit propos de contexte. Pourquoi on pense plus à un label qu'à un produit européen ? Un produit européen avec des règles uniques, ça ne marche pas forcément. On l'a vu avec le PEP, donc on estime qu'un label avec des règles communes au niveau européen, c'est plus adapté qu'un produit unique. Donc un label qui favorise l'investissement dans les entreprises européennes, avec un pourcentage minimum d'exposition sur les entreprises européennes, un investissement long terme, avec la possibilité d'effectuer des retraits en cas d'événement de la vie, type achat d'un premier logement, création d'entreprise, etc. Une épargne investie avec des règles d'investissement claires et des profils de risque, prudents, équilibrés, dynamiques. Une clarté de l'information donnée aux clients plus qu'une quantité astronomique d'informations. On imagine aussi, en appui de ce label, une épargne qui serait encouragée par la mise en place automatique de dispositifs d'épargne longue collectif. Et pour le coup, sur ce type de label, avec ce type de critères, pour le coup, il serait pertinent que les États puissent mettre en place un dispositif d'incitation fiscale sur ces produits-là, parce que là, pour le coup, on va vraiment dans le sens de l'intérêt collectif et du financement de l'économie. On arrive quasiment donc au terme de cette première table ronde. Peut-être pour conclure, Laurence Caron-Habib, assez rapidement, un mot sur ce mouvement de consolidation. On a déjà évoqué le fait que, effectivement, il y a un pourcentage non négligeable de sociétés de gestion qui sont en dessous d'un certain seuil. Elles ont, on l'a dit déjà aussi, beaucoup d'obligations réglementaires. Donc elles devront forcément adapter leur modèle économique. Oui, alors juste un petit mot avant de répondre à votre question très rapidement, pour dire que je suis totalement en ligne avec ce que vient de dire Alexandre. Et à nouveau, ne nous trompons pas d'objectif. Donc aujourd'hui, il y a un besoin urgent de financement de l'économie. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est vrai que cette proposition de produits basiques, simples, est un peu surprenante au vu de ces objectifs de financement. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de définir comment y arriver et comment accompagner les épargnants pour aller investir dans ces produits. Et Didier a évoqué LTIF, qui est effectivement un outil extrêmement important. Donc capitalisons sur ce qu'on a fait et répondons aux vrais objectifs. Voilà, je m'arrête là sur ce sujet. Sur la consolidation, la consolidation, là aussi, les faits parlent d'eux-mêmes, je dirais. Donc la consolidation... on la vit tous les jours en ce moment. On la vit tous les jours, bien évidemment. Ça, c'est très clair. Elle est le résultat, en fait, de l'ensemble des transformations qu'on a évoquées aujourd'hui. Il a été dit à plusieurs reprises que le digital, les nouvelles technologies prennent une place considérable. Le rôle de la data, de la donnée, est devenu aussi un élément crucial. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Et pour évoluer dans ce sens-là, il faut faire des investissements. Et ce sont des investissements massifs qui sont nécessaires.
Le fait d'aller vers le cloud aussi, ça c'est un élément d'évolution extrêmement important. L'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il y a des investissements, des besoins d'investissement massifs. Et pour faire des investissements de ce type-là, il faut être suffisamment gros pour les faire. Et ça explique les choses. Le fait qu'on ait de plus en plus de contrôles, qu'il y ait une accumulation des réglementations, ça explique aussi en partie ce phénomène. Le phénomène de consolidation, il est aussi suscité par la nécessité de construire une expertise sur certains types d'actifs. Donc on a évoqué les actifs privés, le capital risque, etc. Donc pour être un acteur présent et performant sur ce secteur, il faut avoir les bons experts. Et donc la consolidation, elle sert aussi à aller chercher des talents pour pouvoir répondre à ce besoin. Et puis évidemment, la consolidation, c'est aussi un élément pour être un acteur au niveau mondial, à l'échelle mondiale. Et si on regarde aujourd'hui le panorama des plus gros gestionnaires d'actifs, on prend les 10 premiers, ce sont essentiellement des acteurs anglo-saxons. Donc la consolidation, oui, elle est inévitable d'une certaine façon pour continuer à survivre dans ce nouveau contexte. Merci beaucoup, merci à tous les quatre, merci de les applaudir. Welcome to Paris. Our Global Fund Registration team acts as a one-stop shop, providing comprehensive support to meet all regulatory requirements for the distribution of foreign investment schemes in Switzerland. With our broad range of services, we help our clients navigate the complexities of fund registration and ensure seamless market access. With us, you can also expand your knowledge about the Financial Services Act. Our online courses are now available 24/7. With GFR at 1741 Group, we prioritise your needs, act independently in your interest, offer attractive representation fees, cover FINMA fees for agent changes, and provide expert support to ensure your distribution team is FINSA compliant. You can contact our team for dedicated support and expert guidance.